Facile non plus, parce que c'est un sujet qui est extrêmement politique. Et donc, c'est pas un sujet ni d'urologie, ni de médecine générale, c'est un sujet de société quelque part. Et donc, le dépistage, ça fait couler beaucoup d'encre dans beaucoup de journaux, y compris des journaux non médicaux. Et donc, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant pour ça. Donc, cette citation de Lebré aux journées d'oncologie médicale en 2015, je trouve, résume assez bien la problématique du PSA et du dépistage. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec l'application à des données personnelles, de données statistiques. Et donc, il faut toujours amener à un individu quelque chose d'un peu général et d'un peu statistique. Donc, en même temps, on a envie de savoir et puis on n'a pas envie de savoir. Et donc, c'est un peu complexe. Moyennant quoi, depuis des années qu'on utilise le PSA, qu'est-ce qu'on sait? On a vu le taux de cancer de prostate métastatique au diagnostic diminuer. Donc ça a moins apporté ça c'est certain. Contrairement au cancer du sein, si vous voulez, pour lesquels il n'y a pas eu cette évolution. Donc l'HAS a écrit récemment, écrit aux médecins, écrit aux familles, aux patients, puisque ça c'est publié largement. Et voilà ce qu'elle écrit. Le dépistage du cancer de la prostate n'est pas clairement, le bénéfice n'est pas clairement démontré. Donc vraiment, il y a un vrai choix individuel. Le dosage et le toucher rectal, c'est les seuls tests de dépistage qu'on peut utiliser. Alberto vous l'a bien montré, il n'y a pas d'autres tests. Il y a des cancers latents, effectivement, il y a des cancers qui peuvent très bien être latents pendant toute la vie et qui ne vont jamais évoluer. Et puis, lorsqu'on traite les patients, il y a des conséquences physiques, réelles, continence, érection, et des conséquences psychologiques. Parce que même quand vous annoncez à un patient qu'il a un cancer de la prostate, mais que c'est un cancer pas grave, du coup, la veille, il n'avait pas de cancer, le lendemain, il a un cancer. Et même si vous ne lui faites rien, psychologiquement, c'est pas neutre. Donc, il y a des conséquences importantes et c'est pas rien. Et alors, l'HAS termine en disant, cependant, pour un homme dont le cancer de prostate deviendra agressif, le dépistage peut quand même être bénéfique. Pour celui-là, là, pas pour tous, mais pour celui-là, oui. Il s'agit d'un choix. Donc, dans tous les choix, il y a toujours quelque chose à gagner, quelque chose à perdre, et qui doit être réfléchi et discuté avec votre médecin. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que l'HAS reporte sur vous, médecin praticien, la responsabilité de ce choix et de cette discussion avec le malade. C'est vous qui devez informer le malade avec votre conviction, un peu orienté par les communications là, de savoir si oui ou non il faut faire le dépistage. Le médecin est la personne la mieux formée, c'est pour ça qu'on est là, pour répondre à vos questions et aider dans votre réflexion. Il est important d'en parler avec lui, avec votre entourage, avant de prendre votre décision. Donc, tout un chacun a une opinion sur le dépistage du cancer de la prostate. Tout le monde sait, puisque c'est publié dans tous les journaux. Et donc, c'est très simple. Bon, vous connaissez la définition du dépistage. C'est essayer de trouver une maladie sans symptômes à l'avance, avant qu'elle soit symptomatique, avant qu'elle soit patente, de façon à pouvoir l'espérer, la traiter au plus tôt. Et ce dépistage peut être soit organisé, comme le cancer du côlon, où on organise effectivement un dépistage d'état, soit un dépistage individuel qui est laissé à l'appréciation du patient ou de son praticien, donc un dépistage vraiment personnel, un choix personnel de chaque praticien et de chaque patient. Voilà le programme de la présentation que je voulais vous montrer. Pourquoi je veux vous montrer ce programme-là? Parce que, à partir d'une anecdote, l'autre jour je regardais la télévision tranquillement et il parlait du cancer du poumon sur BFM TV. Bon. Et donc je regarde cette émission benoîtement parce que moi je ne connais pas du tout le cancer du poumon. Et le gars, très simplement, montre quelque chose qui est beaucoup plus évident que le cancer de la prostate. Il parle du cancer du poumon et il dit, donc c'est des choses avec des données beaucoup plus sûres, un niveau de preuve bien meilleur. Il dit, si vous avez fumé pendant 20 ans, tant de paquets années, donc il explique qu'est-ce que c'est les paquets années, vous avez plus de risque d'avoir un cancer du poumon que quelqu'un qui n'a pas fumé. Bon, jusque-là, ça paraît évident. Avec une corrélation entre le volume de tabac consommé et le risque de cancer. Si vous avez un cancer du poumon petit, on peut peut-être vous le guérir, c'est non symptomatique. Par contre, si vous avez un cancer du poumon gros, symptomatique, que vous crachez du sang et que vous avez une lésion évoluée, c'est foutu. Bon, ça c'est des évidences. À partir de cette évidence-là, l'attitude des praticiens, ou l'attitude des tutelles, peut être très différente. Aux États-Unis, ils ont dit, puisque c'est comme ça, si vous rentrez dans le cadre tant de paquets années, etc., vous devez faire un scanner low dose tous les 2 ans pour dépister le cancer.
en France, avec les mêmes données scientifiques, les mêmes données de base, les mêmes études de base, ils ont dit non, non, c'est pas la peine, ça sert à rien. Donc, devant les mêmes données, on peut analyser les choses de manière très différente. Le lendemain matin, je suis descendu ici, j'ai fait un scanner, parce que moi j'ai fumé beaucoup quand j'étais petit, donc voilà. J'ai dit, je suis américain. J'ai vu Rogopoulos, il dit, maintenant, depuis hier, je suis devenu américain, je veux mon scanner. Donc, après, chacun analyse en fonction des données sources. Donc, je vais vous montrer les données sources. C'est très important. Et vous allez voir que, en termes de cancer de prostate, elles sont extrêmement médiocres. Le niveau de preuve est médiocre. Ensuite, je vais vous donner les conclusions des revues systématiques. Et puis, quelques communications sur les recommandations des différents organismes. Donc, c'est un peu long, c'est un peu lourd, je suis désolé, mais si vous voulez faire une vraie opinion, il faut passer par là. L'étude de Québec. Alors, il y a plein d'études. Hein. Ça ne date pas d'hier, l'étude de Québec, 2004. Ils ont commencé en 1988, publié en 2004. Ils prennent des hommes entre 45 et 80 ans. C'est publié 11 ans après le début de l'étude. 46 000 hommes. 30 000, ils sont invités par courrier à être dépistés. Donc, ils leur envoient un courrier, dépistage annuel. Et puis les autres qui servent de témoins. D'accord? C'est très simple. Stratégie de dépistage est très simple. Première visite, PSA et toucher rectal. S'il y a une anomalie, on fait une écho. Si le PSA est supérieur à 3, on fait des biopsies. Et ensuite, le suivi, on fait que du PSA. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? La mortalité spécifique annuelle par cancer passe de 19% dans le groupe dépisté à 52 pour 100 000 dans le groupe contrôle. L'incidence de la mortalité spécifique est plus basse de 62% dans le groupe des hommes dépistés. 2004. Au Tyrol, une autre étude au Tyrol. Très intéressante l'étude au Tyrol. Ils comparent le Tyrol contre le reste de l'Autriche. Donc ils écrivent, le résultat c'est le taux de mortalité par cancer. Et en 93, ils écrivent aux gens, donc il y a 86 000 hommes âgés dans la tranche d'âge, ils écrivent par voie de presse pour que les gens aillent faire un PSA. Campagne de presse, grosse pression médiatique, allez tous faire du PSA. Et ils vont tous faire du PSA. 80% des gens, ils vont faire du PSA. Donc une vraie participation voilà. Et ensuite, ils sont suivis, etc. Résultat, réduction de la mortalité spécifique par cancer pendant la période, 30% au Tyrol, 8% dans le reste de l'Autriche. Ils se sont déjà aperçus qu'en faisant ça, il y avait aussi un risque de surtraitement, de surdiagnostic. On avait peut-être traité des malades pour rien, qui n'auraient peut-être pas eu besoin. Mais au total, 30% par rapport à 8%. Ils ont fait une autre étude à Seattle et Connecticut. En fait, c'est deux zones différentes, deux régions, petites régions, et ils ont comparé entre chaque région le taux de dépistage par PSA et le taux de traitement lié à ce dépistage. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que dans une région, par rapport à l'autre, il y a 5 fois plus de PSA, 2 fois plus de biopsies, et qu'il y a beaucoup plus, donc, à la suite de ça, beaucoup plus de prostatectomie et de radiothérapie. Mortalité, pas de différence. Pas de différence de mortalité en termes de cancer entre les deux. Donc, pas significatif. Une autre étude suédoise, regardez à chaque fois le nombre de patients, c'est très faible. 9 000 hommes. Là, ils ont pris la liste. 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e sur la liste, hop, il était dépisté. PSA, tous les 3 ans, pendant 12 ans. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Dans le groupe dépisté, on trouve plus de cancers, puisqu'on va être dépisté. On trouve plus de tumeurs localisées versus tumeurs métastatiques. Une prise en charge curative plus importante, plus efficace. Mais malgré ça, au total, pas de différence significative, ni dans la survie globale, ni dans la survie spécifique. Donc, ce type de dépistage n'a rien apporté. Une autre étude en Suède, 1988, 26 000 hommes, de 55 à 70 ans, dans la région de Stockholm Sud, l'hôpital de quartier, autour de Stockholm. Ils ont sélectionné 2400 hommes, ce n'est pas des millions, 2400 hommes pour le dépistage, comparé à 24 000 qui servent de groupe contrôle. Attention, en Suède, les gens acceptent
l'invitation au dépistage dans 74% de la population. Vous avez vu tout à l'heure au Québec, au Tyrol 80%, là 74%. Je vais vous donner les chiffres de la France après. Et donc voilà comment ils ont fait. Échographie, toucher rectal, PSA, on surveille, et au total, une séance unique de dépistage. Une seule fois, one shot. Et bien, cette séance n'a pas permis de modifier le risque de décès par cancer. Donc peut-être que finalement, d'après ça, le bénéfice, ce serait peut-être un suivi aussi longitudinal du PSA et du dépistage. Peut-être qu'un dépistage unique, finalement, ça n'apporte rien. Alors là, à partir de ces études-là historiques, ils sont passés à un stade plus industriel. Il y a une étude américaine et une étude européenne. Ça, c'est l'étude américaine, qui a été publiée par Andriol, donc, dans le New England Journal en 2009, et qui a été repris avec les dernières mises à jour en 2012. 76 000 hommes, ça devient sérieux, qui sont recrutés dans les États-Unis, 10 centres aux États-Unis, avec une méthodologie assez simple. Le groupe dépistage, PSA, une fois par an pendant 6 ans, toucher rectal pendant 4 ans, tous les ans. Et l'autre groupe, alors, du côté de la rue, on fait du PSA, de l'autre côté, on ne fait pas de PSA, on ne s'en occupe pas. La valeur seuil, ils considèrent 4 nanogrammes. Donc la compliance, elle est bonne. Les gens qui veulent, même aux États-Unis, ils vont faire du dépistage. 85% des hommes, ils acceptent le PSA. 86% des hommes, ils acceptent le toucher rectal. Les taux de dépistage dans le groupe contrôle sont relativement élevés. Le groupe contrôle, c'est le groupe où on ne s'en est pas occupé, qu'on n'a pas à les dépister. Ceux-là, ils sont spontanément 40% de PSA la première année, 52% jusqu'à la 6e année. Donc, on va comparer un groupe à qui on va faire un dépistage organisé versus un autre groupe à qui on va faire pas de dépistage organisé, mais qui a déjà un dépistage individuel important. Donc, quels sont les résultats? Eh bien, les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence. Absence de preuve de bénéfice en termes de mortalité par cancer, que ce soit organisé ou que ce soit le PSA qui se fait au quotidien. Parce que de toute façon, c'est des malades qui avaient déjà largement du PSA, qui sont déjà largement médicalisés, et donc il n'y a pas de bénéfice du tout. Et donc les deux courbes sont tout à fait superposables. En fait, dans cette étude américaine, on compare le dépistage organisé, le dépistage d'État, versus le dépistage individuel qui existe. Une autre étude européenne, qui a été publiée dans le même journal le même jour, par Schroeder, puis réactualisée dans le Lancet en 2014, sur la même méthodologie, 180 000 hommes. Alors là, c'est un peu moins homogène, parce qu'il y a déjà 7 pays, Belgique, Pays-Bas, Suède, Finlande, Espagne, Italie, Suisse, il n'y a pas la France. De 91 à 98, le groupe principal d'âge qui a été vraiment analysé, c'est entre 55 et 69 ans. Et ils sont répartis donc en deux groupes, à peu près équivalents. Le groupe dépistage versus le groupe contrôle. Il y a des variations. Pas le même type de recrutement de participation selon les pays. La stratégie est différente selon les pays. Le seuil de PSA, ce n'est pas le même. La plupart du temps, c'est 3 nanogrammes, mais il y a des pays où c'est 4 nanogrammes. Et puis, dans certains groupes, on a utilisé d'autres techniques. Le toucher rectal, l'échographie, le PSA libre, etc. Bon, peu importe. L'intervalle entre les tours de dépistage, c'était normalement de 4 ans, 2 ans en Suède. En Belgique, 7 ans parce qu'ils n'avaient pas le financement. Et dans le groupe dépistage, finalement, 82% des patients ont accepté au moins une fois le dépistage. C'est-à-dire qu'à chaque round, il y en a au moins 82% qui est passé une fois au dépistage. Et les biopsies, lorsqu'il y avait une indication de biopsie, elles ont été assez bien suivies, puisque 85% des cas, des patients ont accepté la biopsie. Qu'est-ce que ça montre? Les résultats actualisés sur la dernière mouture de 2014, une réduction importante de la mortalité par cancer, qui considère comme attribuable au dépistage. La mortalité globale n'est pas affectée, il y a un risque de surdiagnostic, c'est-à-dire qu'on va trouver des tas de cancers qui finalement, si on ne les avait pas trouvés, n'auraient pas été évolutifs. Et il y a aussi un risque élevé de surtraitement avec des effets secondaires, effectivement, qui ne sont peut-être pas opportuns ni pertinents, compte tenu de lésions pas assez agressives pour mériter un traitement. En gros, il considère qu'il faudrait dépister, donc faire du PSA à 781 hommes pendant 13 ans pour prévenir un décès. C'est quand même pas rien. Voilà les courbes qui commencent quand même à se... Alors quand ça a été publié en 2009, il n'y avait pas de différence significative. Maintenant, on arrive quand même à des différences un peu plus importantes entre le groupe dépisté et le groupe
contrôle. La France. Alors la France, elle voulait bien participer à cette étude. Ils avaient sélectionné 84 000 hommes, surtout dans l'Hérault et dans le Tarn. Randomisation. Donc ils ont reçu un courrier d'information par voie postale pour dire s'ils étaient d'accord. Et ensuite, s'ils étaient d'accord, une deuxième convocation pour faire un PSA dans le laboratoire de leur choix. On considérait qu'un PSA supérieur à 3, il fallait éventuellement faire des biopsies et voir le urologue. Donc les taux de participation sont faibles, hein, 36% dans le Tarn, je rappelle 80 et quelques % dans les autres pays, 24% dans l'Hérault, et on a un taux de PSA supérieur à 3 nanogrammes chez 15% des patients dépistés. Les résultats concernant la mortalité n'ont jamais réussi à être publiés ni évalués. Donc la série française n'est pas utilisable dans leur site. Une autre étude en Suède, 10 000 hommes dans le bras dépistage et le même nombre dans le bras contrôle. Protocole, PSA tous les 2 ans. Critères d'évaluation toujours pareil, la mortalité spécifique. 76% des hommes ont fait au moins un tour de dépistage, donc en Suède c'est quand même suivi. 33% ont eu au moins fait un PSA supérieur. 93% ont fait des biopsies quand c'était prescrit. Donc les gens n'ont pas échappé ensuite quand ils étaient dans la stratégie de dépistage. Donc forcément on a trouvé plus d'hommes avec des cancers, 11% dans le groupe dépistage par rapport au groupe témoin. Et puis, quand on regarde la mortalité spécifique, 44 décès dans le groupe dépistage contre 78 dans le groupe contrôle, ce qui est quand même extrêmement significatif. Une mortalité de cancer de prostate réduite de presque de moitié en 14 ans, à condition qu'il y ait une adhésion suffisante versus pas d'adhésion. Donc c'est dépistage, c'est un taux de bénéfice largement comparable à ceux du cancer du côlon ou du sein. Et voilà comment ça devient quand on regarde les courbes vraiment faites dans cette dernière étude à Côte-Borg. Ça c'est les analyses, c'est les études, ça c'est la source. Ça c'est les fichiers sources. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a aucun autre niveau de preuve, il n'y a aucune autre étude que celle-là que je vous ai montrée, avec les variations d'adhésion au traitement, à la stratégie thérapeutique et de différentes méthodologies. Il n'y a rien d'autre. À partir de là, ils ont fait mouliner l'ordinateur. La collaboration Cochrane, par exemple, ils ont mis dans l'ordinateur les essais sélectionnés avec ceux de Norrköping et du Québec, les essais que je vous ai montrés, ils les ont mélangés. Ils ont rajouté ça, etc. Et ils ont dit, au total, quand on a bien mouliné, il n'y a pas de différence statistique significative en termes de mortalité. D'accord. Une autre étude, donc, c'est des études uniquement, je dirais, informatiques, puisqu'on ressort les données sources, et avec ça, on les mélange, et on mouline, et on trouve des résultats. Ils ont pris 6 essais contrôlés retenus, donc là, du coup, ça fait un gros volume de patients. Qu'est-ce qu'ils disent? Je vous l'ai laissé en entier. Les auteurs soulignent que les preuves existantes issues des essais randomisés ne permettent pas de se positionner sur une utilisation en routine du dépistage. Bien que ce dépistage aide probablement un diagnostic plus précoce, ça on l'a vu dans toutes les séries, plus on dépiste, plus on va trouver de cancer précoce, l'augmentation des diagnostics précoces n'améliore pas forcément la survie spécifique. Par contre, il y a un risque effectivement, en cas de détection précoce, de surtraitement, donc attention au surtraitement, d'effets indésirables et de diminution de la qualité de vie, ça c'est sûr. Et ce qui justifie actuellement les pratiques qu'on a, c'est-à-dire que même lorsque le cancer est dépisté, on fait bien attention de ne pas surtraiter les patients, d'où la place de plus en plus grande de la surveillance active et du non-traitement des patients de bon pronostic. Une autre équipe belge qui fait encore une nouvelle revue, donc il ressort tout le Medline, il ressort tous les essais que vous avez vus. Hein. Donc ça fait un gros volume de patients, 571 000 patients. Et donc cette équipe belge, elle regarde ça et elle dit la même chose que ce qu'on savait. Lorsqu'on dépiste, on va y avoir une augmentation significative du cas de cancer par rapport à si on ne dépiste pas. D'accord. On va trouver des tumeurs plus localisées, de plus bas grade. Finalement, peut-être des tumeurs de tellement bas grade que celles-là, il ne faudrait pas les trouver parce que c'est celles-là qu'il ne faudrait pas traiter. D'accord. Et puis, en fait, quand on regarde au niveau de la mortalité, il n'y a pas d'effet en faveur du dépistage, ni sur la mortalité spécifique, ni sur la mortalité globale. Donc,
quand on voit cette étude-là, on se dit vraiment, on va trouver des tumeurs plus tôt, mais vraiment, ça ne sert à rien de les trouver, il n'y a aucun bénéfice. Et alors, les mêmes Belges, la même équipe, ils ont dit, ok, on va refaire l'étude, complètement, avec les mêmes données, mais là, on va juste sortir, exclure les études, soit qui ont un suivi trop court de moins de 8 ans, parce que ça, c'est pas utilisable, donc c'est là, les malades qui sont là-dedans, on les vire, soit qui ont une contamination du groupe contrôle par le groupe contrôle un PSA supérieur à 30%, comme les Américains qui avaient 45% de PSA déjà individuel. Et puis, on va sortir aussi les études où finalement, dans le groupe dépisté, il n'y a pas d'adhésion. Un groupe dépisté, vous avez 30% des patients qui répondent, ça ne vaut rien. Donc, on va enlever tous ceux qui ont moins de 75%. Et ils virent ces patients-là, et ils refont leurs calculs avec uniquement les études significatives. Et là, qu'est-ce qu'ils trouvent? Réduction significative de la mortalité spécifique de 24%. Avec les mêmes données, les mêmes études sources, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Donc c'est ça l'analyse. Et à partir de ces analyses-là, on revient à l'histoire du cancer du poumon. Hein. Après, comment les gens voient les choses? Comme on veut. Il y a tout. La haute autorité de santé, elle dit, rend un avis défavorable au dépistage du cancer de la prostate par le PSA. Donc, ils disent carrément, ils disent pas il faut pas, il faut carrément pas dépister. L'Académie nationale de médecine recommande avec l'affût les recommandations dont Alberto vous a parlé, dépistage à partir de 50 ans, etc. Surtout chez les patients afro-américains, à risque avec risques familiaux, etc. Le plan cancer, magnifique, le plan cancer, en cours en 2014-2019. Le professeur Vernant fait le constat de la persistance de pratiques de dépistage du cancer de prostate contraires aux recommandations françaises et internationales. C'est le plan cancer, c'est pas rien. Hein. Voilà ce qu'il propose. Suppression du remboursement du dosage du PSA. Mise en place d'une information indépendante au sujet de la balance bénéfice-risque. Élaboration d'une procédure d'information particulière pour les hommes à risque. Et une réduction de 20% en 5 ans du nombre de prostatectomies annuelles. C'est-à-dire que leur critère d'efficacité de leur non-dépistage, c'est que le nombre de patients traités par prostatectomie diminue. Voilà, c'est ça leur critère. Si on arrive à baisser le dépistage, forcément, comment on va évaluer qu'on a bien marché? On va baisser le nombre de prostatectomies. C'est le plan cancer, il n'y a rien de plus officiel que ça. Alors, les épidémiologistes et médecins de santé publique, alors ceux-là, ils sont magnifiques. La moitié des hommes, ils n'ont rien du tout, c'est pas la peine. Le dosage de PSA ne doit plus être prescrit ni même remboursé. Considère que le terme de dépistage individuel après information éclairée est utilisé pour masquer la réalité d'un dépistage de masse. Donc il y a des gens qui sont farouchement contre. Vous avez le droit. L'AFU propose, ce que vous connaissez, un dépistage à partir de 50 ans, fait Alberto en a parlé. Ensuite, en fonction du taux de PSA, etc., on peut tout nuancer. L'European Urologie, donc les hommes à risque, ils ont plus de 50 ans, ou des antécédents familiaux, ou ils sont afro-américains, tout ça c'est des hommes à risque. Et il faut leur faire un PSA avant 40 ans. Si c'est supérieur à 1 nanogramme, on continue la surveillance. Et 2 nanogrammes après 60 ans, c'est exactement ce que vous a dit tout à l'heure Alberto. Les Américains, ils pensent que la bonne tranche pour un éventuel dépistage, c'est 55-69 ans. Hein. C'est eux qui, décision partagée, fortement recommandée dans cet âge-là. Voilà, c'est l'âge cible. Avant, finalement, on ne va pas en trouver beaucoup. Et après, probablement, les gens ont une espérance de vie trop courte pour bénéficier du dépistage. Et voilà comment on fait le dépistage jusqu'à il n'y a pas longtemps. Après 50 ans, on fait un PSA. Le PSA est inférieur à 4 et supérieur à 4. Biopsie. Allez, tout le monde les biopsies. On faisait ça il n'y a pas longtemps. Hein. Vous avez 50 ans, vous avez un PSA est supérieur à 4, allez, biopsie. Et puis on trouve cancer, pas cancer, voilà. Alors ça, c'est fini. Il ne faut plus faire comme ça. Il ne faut plus jamais faire comme ça. Surtout que c'est une population assez hétérogène quand même. Regardez, je vous ai mis 2 cas cliniques différents. Ça c'est intéressant, regardez. Ils ont tous les deux un PSA à 3 nanogrammes. Cas numéro 1, il a 55 ans, il est blanc, il est en bonne santé, il n'a aucun symptôme, rien. Il consulte, il fait un toucher rectal normal et un PSA à 3 nanogrammes. L'année dernière, il avait 1,5. Aucun antécédent familial de cancer de la prostate, pas d'antécédent de biopsie. Cas numéro 1. Avec le même PSA, le cas numéro 2, PSA à 3 nanogrammes. Il a 72 ans, il est très sportif. Il fait de la course à pied, très en forme, donc 72 ans, mais une espérance de vie sûrement importante. Son père avait un cancer de la prostate.
Et au toucher rectal, on retrouve un nodule palpable. Lui, il a entendu dire que le PSA, ça sert à rien, tout ça, mais bon, comme son père était malade et tout, il dit quand même, je vais faire un PSA. Et le PSA est à 3 nanogrammes.